Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on part en 1908, à Lisbonne, au moment du double assassinat du roi Carlos Ier de son héritier Don Luis Philippe de Bragance, par des assassins favorables aux intérêts républicains et aidés par des politiciens et des anti-monarchistes. Vous voulez en savoir plus sur l'assassinat de Carlos Ier? Venez avec moi. En 1901, la première session a lieu, avec la formation du Parti libéral de la Régénération dirigé par Juan Franco, à partir d'un certain nombre de députés du Parti de la Régénération. Pour aggraver la situation en 1905, il y a eu une deuxième dissidence, cette fois du Parti progressiste, lorsque José María Alpuim rompt avec son parti et fonde la dissidence progressiste. Deux facteurs ont été primordiaux. D'une part, la voie tracée par le Parti républicain portugais dès le début comme solution à l'érosion du système des partis actuels. Et d'autre part, la tentation du roi Carlos Ier, en tant qu'arbitre du système politique, de résoudre les problèmes en soutenant le Parti libéral de Juan Franco. Depuis sa fondation, l'objectif premier du Parti républicain a été de remplacer le régime monarchique. Cette attitude a eu sa part de responsabilité dans le déclenchement de l'événement de Lisbonne. Mais les choses ont certainement été aggravées par l'instauration d'une dictature par Juan Franco, avec le soutien total du roi et la suspension de la charte constitutionnelle en 1907. L'érosion progressive du système politique portugais, due en partie à l'érosion politique provoquée par l'alternance de deux partis au pouvoir, le progressiste et le régénérateur, aggravée dans les premières années du XXe siècle avec l'émergence de nouveaux partis. À l'intense rivalité entre les partis s'ajoute l'attitude critique et les actions du Parti républicain à discréditer le régime déjà affaibli par les dettes. C'est dans cette conjoncture que Carlos Ier décide d'intervenir activement dans le jeu politique, avec la fermeture du Parlement afin de mettre en œuvre une série de mesures visant à moraliser la vie politique et réformer la monarchie. Les attaques personnelles contre Carlos Ier et Juan Franco ont été efficaces par les opposants des autres partis que par des dissidents progressistes avec lesquels ils sont parvenus à un accord. Dès novembre 1906, les attaques visent principalement la figure du monarque. Le régicide n'était qu'une conséquence indirecte de cette stratégie. De nouvelles élections ont déjà été programmées et l'on s'attendait à un résultat favorable pour le parti au pouvoir. Comme c'était la coutume, les républicains et les dissidents décident par la force qui soutiendraient indirectement ou directement des organisations secrètes comme la Carbonaria ou la franc-maçonnerie. Cette tentative de coup d'État échoue. Le 28 janvier 1908, plusieurs dirigeants républicains ont été arrêtés dans ce qui est devenu connu sous le nom de coup d'État de l'ascenseur. Afonso Costa et Francisco Correa de Heredia, le vicomte de Ribeira Brava, sont surpris les armes à la main dans l'ascenseur avec d'autres conspirateurs alors qu'ils tentaient de rejoindre la mairie. Antonio José de Almeida, le leader Carbonario Luis Almeida, le journaliste Juan Chaga, Juan Pinto dos Santos et Alvaro Pope figurent parmi les 93 conspirateurs arrêtés. José María de Alpuim parvient à s'enfuir en Espagne. Des groupes de civils armés, inconscients de l'échec, se sont révoltés autour de la ville, en réponse à ce coup d'État et reflet d'un durcissement de la posture du régime. Le gouvernement présente au roi le décret du 30 janvier 1908, prévoyant l'exil à l'étranger ou l'expulsion vers les colonies sans jugement des individus condamnés par un tribunal pour injustice d'ordre public. De ce fait, le décret du 30 janvier 1908 a longtemps été considéré comme la cause principale du régicide. On raconte que, lorsqu'il l'a signé, le roi a déclaré « Je signe mon arrêt de mort, mais vous l'avez voulu ainsi ». Le roi, la reine et le prince royal se trouvaient alors à Villaviçosa dans l'Alteige, où ils avaient l'habitude de passer une saison de chasse en hiver. L'enfant Don Manuel de Bragance, futur Manuel II, était revenu quelques jours plus tôt de ses études d'aspirant de marine. Les événements politiques ont conduit Carlos Ier à anticiper son retour à Lisbonne, en prenant le train de la gare de Villaviçosa le matin du 1er février. Soucieux que sa mère, déjà inquiète, ne s'aperçoive pas, le prince royal s'arme de son revolver d'officier de l'armée. Sur le chemin, le train subit un léger déraillement près de l'échangeur ferroviaire de Casablanca, causant un retard de près d'une heure. Le cortège royal est arrivé à Barreiro en fin d'après-midi, où il a pris le bateau à vapeur à destination de Lisbonne.
où il a débarqué vers 5 heures de l'après-midi, où ils étaient attendus par plusieurs membres du gouvernement, y compris Juan Franco, ainsi que les enfants Don Manuel de Bragance et Don Afonso de Bragance, frère du roi. Malgré l'atmosphère de grande tension, le monarque choisit de se rendre dans un carrosse découvert vêtu de l'uniforme de généralissime pour faire preuve de normalité. L'escorte se limitait aux éclaireurs protocolaires et à un officier à cheval, Francisco Figueira Feir, à côté du carrosse royal. Alors que la voiture roulait sur le côté ouest de la place, où une foule nombreuse était rassemblée, un coup de feu a été entendu et la fusillade a été déclenchée. Un homme barbu passe devant la voiture, se dirige vers le milieu de la rue, porte à son visage la carabine qu'il avait cachée sous son manteau, pose son genou sur le sol et vise. Le coup de feu traverse le cou du roi, le tuant sur le coup. La fusillade commence, d'autres tireurs à divers endroits de la place tirent sur la voiture criblée de balles. Les gens commencent à paniquer, le chauffeur est touché à la main. Avec une précision mortelle et un sang-froid, le premier tireur, identifié plus tard comme étant Manuel Buincia, un instituteur de 32 ans, qui avait été expulsé de l'armée, a tiré à nouveau. Son deuxième coup de feu effleure l'épaule du roi, dont le corps tombe à droite, le dos tourné vers le côté gauche du carrosse. Profitant de cela, un second régicide surgit de sous les arcades. Alfredo Costa, 28 ans, employé de commerce et éditeur d'ouvrages scandaleux, qui posant son pied sur le marchepied de la voiture, se lève à la hauteur des passagers et tire sur le roi, déjà tombé. La reine déjà debout, le fouette avec la seule arme qu'elle a à disposition, un bouquet de fleurs, en criant « Infâme, c'est infâme !» Le criminel se tourne alors vers le prince Don Luis Philippe de Bragance, qui se lève et sort son revolver de la poche de son manteau. Mais il est touché à la poitrine. La balle d'un petit calibre perce un poumon, mais ce n'était pas une blessure mortelle, et le prince, sans hésiter, profitant peut-être de la distraction fournie par l'action inattendue de la reine, sa mère, il a tiré 4 coups rapides sur l'assaillant, qui est tombé de la voiture. Mais lorsqu'il se relève, Don Luis Philippe de Bragance est dans la ligne de mire de l'assassin, armé du fusil. Il tire pour tuer. Une balle de gros calibre le touche à la joue gauche, sortant par l'arrière de la tête. Don Manuel de Bragance voit son frère déjà tombé et tente d'arrêter son sang avec son mouchoir, qui est bientôt immaculé de sang. Malgré la mort du roi et du prince, la fusillade continue. La reine Amélia, debout, criant à l'aide. Buisca vise à nouveau, mais la cible est inconnue, peut-être sur l'enfant, sur la reine. Mais il est empêché de tirer sur la voiture par l'intervention d'Enrique da Silva Valente, un simple soldat du 12e régiment d'infanterie, qui passait par là et qui se jette sur lui à main nue. Dans la brève lutte qui s'ensuit, le soldat est touché à la jambe, mais son intervention est providentielle. Après avoir rendu son cheval, l'officier Francisco Figueira charge d'abord Costa, qui, blessé par le prince, fut frappé d'un coup de sabre et arrêté par la police, puis se dirige vers Buissa. Il parvient tout de même à le toucher à la jambe avec sa dernière balle et tente de s'enfuir, mais Figueira le rattrape et l'immobilise d'un coup de poing. Les régicides sont abattus sur place, ce qui a entravé la poursuite de l'enquête sur l'attaque. Selon certaines informations, Alfredo Costa, déjà mourant, mais on sait que Manuel Buisca, bien que blessé, a résisté à son arrestation par la police. Un passant innocent, Sabino Costa, orfèvre et monarchiste, a également été victime de la police, probablement pris pour un autre régicide caché dans la foule. En effet, le cocher, d'un coup de fouet, démarre la voiture, tournant le coin de la rue de l'Arsenal pour s'y réfugier. C'est à ce moment-là qu'un tireur inconnu parvient encore à toucher Don Manuel au bras. Selon d'autres versions, le coup de feu l'a touché avant même que la voiture ne tourne vers la roi d'Arsenal. Mais ce coup de feu ne pouvait plus provenir des 2 régicides susmentionnés, déjà en armes avec la police. La calèche entre dans l'arsenal de la marine lorsque l'infant Don Afonso de Bragance, qui avait commencé à courir de sa voiture à la fin du cortège, est arrivé à l'arsenal. Son premier réflexe a été d'accuser Juan Franco d'être responsable de la tragédie. La mère de Carlos Ier, la reine Donna Maria Pia, fut convoquée à l'arsenal, où rencontrant Donna Amelia, elle lui dit d'un air désolé « Ils ont tué mon fils !» Ce à quoi elle aurait répondu « Et le mien aussi !» Pensant qu'il s'agissait d'un nouveau coup d'État, les habitants de Lisbonne se réfugient dans leur maison et la ville fut désertée.
Mais les troupes restent dans les casernes et la situation reste calme. L'attaque n'était pas le signe d'un coup d'État déjà déjoué, mais plutôt l'acte de ceux qui avaient encore les armes à la main, peut-être influencés par la répression attendue de la part du gouvernement. Dans la soirée, les reines et le nouveau roi furent escortés au palais des Necessidades, car on craignait une nouvelle tentative d'assassinat. Puis vient la tâche macabre d'amener les corps au palais, ce qui se fait en les asseyant dans 2 voitures, comme s'ils étaient encore vivants. La tête de Don Luis Philippe de Bragance tombant sur l'épaule de son oncle, l'infant Don Afonso de Bragance, duc de Porto, devenu le nouveau prince héritier. Aucune autopsie n'a été pratiquée et les corps ont été embaumés sous la supervision du médecin de la maison royale. Une tâche douloureuse non seulement en raison de la proximité des victimes, mais aussi en raison des dommages causés par les balles. Les journaux du monde entier ont publié des dessins représentant l'attaque, basés sur les descriptions avec des éléments plus ou moins fantaisistes, mais toujours présents, l'image de Donna Amelia debout, indifférente au danger, harcelant les tueurs avec un fragile bouquet de fleurs. À Londres, les journaux ont publié des photos des tombes des régicides, couvertes de fleurs avec la légende « La honte de Lisbonne ». Il ne faut pas oublier, au-delà de la nature même de l'acte, qu'il s'agit d'une Europe essentiellement monarchique à l'époque. Le roi d'Angleterre, Édouard VII, ami de Carlos Ier et du prince Don Luis Philippe de Bragance, possède la phrase suivante « Ils tuent 2 chevaliers de l'ordre de la Jarretière, comme des chiens, et là, dans leur pays, personne ne s'en soucie. » Après l'attentat, le gouvernement de Juan Franco a démissionné, portant la plus grande part de responsabilité dans l'absence d'une escorte adéquate, d'autant plus dans le contexte d'un coup d'État manqué, alors que des civils armés se promènent encore dans la ville. Juan Franco savait qu'il était la cible d'attentats planifiés, mais il n'a jamais soupçonné que la haine visait également le roi. Présidant le Conseil d'État le 2 dans l'après-midi, le bras sur la poitrine et vêtu de son uniforme d'aspirant de marine, le nouveau roi Manuel II confesse son inexpérience et son manque de préparation. Il a voté pour la démission de Juan Franco et la formation d'un gouvernement de coalition, présidé par le contre-amiral Ferreira do Amaral. Ce ministère comprenait des membres des partis Régénération et Progressistes, ainsi que des indépendants, et visant à ramener le pays à la normalité parlementaire. Les mesures dictatoriales précédemment publiées ont été annulées, les prisonniers politiques ont été libérés, les marins qui s'étaient révoltés en 1906 ont été amnistiés et des rassemblements républicains ont été autorisés dans lesquels l'attaque a été défendue et les assassins ont été considérés comme des bienfaiteurs pour la patrie. Un autre fait permis fut le pèlerinage d'environ 22 000 personnes sur les tombes des régicides. Présent à la séance du Conseil d'État qui vote ces décisions et à laquelle assistait le marquis de Soveral, ambassadeur du Portugal en Angleterre, qui se trouvait alors au Portugal. Proche de la famille royale, il vote également pour la démission de Juan Franco et la mise en place du gouvernement de calme. Lorsque peu de temps après, il reprit ses fonctions d'ambassadeur et rencontre le roi de Grande-Bretagne, Édouard VII, également un de ses amis personnels, le monarque britannique lui offre ces mots. Alors, qu'est-ce que c'est que ce pays où vous tuez un roi, un prince, et la première chose que vous faites est de renvoyer le ministère? La révolution a triomphé, n'est-ce pas? Ce n'est qu'à ce moment-là, dira plus tard le marquis de Suréval, que j'ai compris l'erreur que nous avions commise. En fait, en démissionnant du ministère, le régime a donné aux républicains l'argument qu'ils étaient les seuls à avoir mis fin à la dictature. Après l'hésitation initiale, au cours de laquelle un pacte de collaboration avec le régime a été proposé, ils sont rapidement revenus à la charge, décidant au Congrès de renverser le régime par la force. Le Congrès de Setúbal, 24-25 avril 1909. La Première République est instaurée l'année suivante, avec le renversement de Manuel II, divisé entre la gauche et la droite, les conservateurs et les progressistes, les laïcs et les religieux. C'est avéré également ingouvernable. En 1912, Enrique Michel de Paiva Corsero attaque Chavez et mène en 1919 une tentative armée pour rétablir la monarchie qui devient connue sous le nom de monarchie du Nord, qui prend fin en février 1919. Les mouvements monarchistes et conservateurs, tels que la croisade des nonnes et l'intégralisme lusitanien,
inspirés par Mussolini et la marche sur Rome, ont participé au coup d'État du 28 mai 1926, qui a conduit à l'établissement d'une dictature militaire, et également contribué à la formation idéologique de l'Estado Novo d'Antonio de Oliveira Salazar. Et pendant ce temps-là, dans le monde, le 23 juillet 1908, c'est la révolution des jeunes Turcs dans l'Empire ottoman. Le 5 octobre, Ferdinand Ier proclame l'indépendance du royaume de Bulgarie. Le 6 octobre, c'est l'annexion de la Bosnie-Herzégovine par l'Empire d'Autriche-Hongrie, après avoir obtenu l'accord de la Russie du tsar Nicolas II en échange de concessions dans les détroits. L'empereur François-Joseph d'Habsbourg annexe la Bosnie-Herzégovine, ce qui provoque une crise internationale. Le 15 novembre 1908, c'est la mort de Cixi, régente de l'Empire de Chine. Le 2 décembre, en Chine, le dernier empereur mandchou Puyi monte sur son trône à l'âge de 3 ans. Le 8 décembre 1908, l'Empire allemand du Kaiser Guillaume II assure à l'Autriche-Hongrie son soutien à la suite de l'annexion de la Bosnie-Herzégovine. Comme on l'a vu, cet assassinat a profondément marqué l'histoire du Portugal, marquant la fin de la dernière tentative sérieuse de réforme de la monarchie constitutionnelle et générant une nouvelle escalade de violence. Après cet échec, le roi Manuel II, le plus jeune fils du roi Carlos Ier, n'avait que 18 ans. N'ayant pas la préparation nécessaire pour gouverner, il eut beaucoup de difficultés à rétablir l'ordre dans le pays et à contenir la fureur républicaine contre la monarchie. Les conditions étaient réunies pour une révolution et l'établissement de la République portugaise. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.